Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Penser le sport avec ses sentiments d'enfant, retrouver le goût du jeu, le plaisir de l'action. C'est la réflexion de Stéphane Flocari. Il est agrégé de philosophie. On en parle avec lui dans la première partie de l'émission. Une femme sur 10 est confrontée à la précarité menstruelle dans le monde. Les règles qui empêchent également les jeunes filles d'aller à l'école dans certains pays. On en parle avec Diane Richard dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau vous racontera l'engagement des jeunes contre l'extrême droite. Et l'on retrouve tout de suite Loïc pour l'actualité en bref. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce sondage ELAB pour BFM TV et la tribune du dimanche autour des législatives anticipées. Le RN et le Front Populaire sont largement en tête des intentions de vote. Le parti de Jordan Bardella est crédité de 31% des voix au premier tour, devant l'alliance des partis de gauche à 28%. Renaissance et les formations qui l'ont rejoint, comme le MoDem, Horizon, l'UDI, sont à 18% des intentions de vote. Les Républicains à 6,5%. Selon ce sondage également, 43% des personnes interrogées pronostiquent une victoire du RN, 10% une victoire de l'alliance de gauche et 10% une victoire de la majorité présidentielle. Quant au prochain Premier ministre, eh bien 39% des sondés souhaitent que Jordan Bardella soit nommé à Matignon. Et 36% que Gabriel Attal poursuive son mandat. Et sur ce sujet d'ailleurs, hier soir sur France 2, Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à devenir Premier ministre, tout comme Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF sur RTL ce matin, tout comme également le député sortant LFI François Ruffin. Il s'est clairement positionné sur les ondes de France Bleu Picardie. C'était en début de journée. Quelle est votre réponse, François Ruffin ? Je m'en sens capable aussi. Et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens. Vous savez, quand j'ai lancé l'idée de Front Populaire, c'est quand même avec en mémoire la figure à la fois de Léon Blum, mais aussi de Léo Lagrange, qui a été ministre des Loisirs à cette époque-là, et qui, en un mois, a réussi à amener la lumière chez les ouvriers, c'est-à-dire leur premier congé payé. C'était une mesure formidable et pour certains, pour la première fois, ils ont vu la mer. Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas, mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous les enfants de notre pays, eh bien écoutez, j'en serais fier. Je serais fier d'avoir apporté ça aux gens, quoi. Mais ce Front Populaire aurait bien du mal à se construire. Selon nos confrères de l'Express, une réunion s'est tenue en fin de matinée aujourd'hui entre tous les partis de gauche et la situation serait extrêmement tendue. Les négociations autour d'un programme commun ont d'ailleurs été suspendues. Concrètement, LFI ne souhaiterait pas laisser leur circonscription à des candidats PS et les écologistes, je cite, seraient trop gourmands. Pour l'instant, pas d'accord donc. Un paysage politique en totale recomposition et on le voit, des grandes manœuvres pour bâtir des blocs solides à gauche comme à droite. Nos confrères de Libération parlent même de télénovela politique et médiatique. Hier, Marion Maréchal et Éric Zemmour ont officiellement acté leur rupture. Celle qui était, il y a encore quelques jours, tête de liste Reconquête aux élections européennes a été exclue du parti et elle a appelé, je cite, à soutenir partout en France les candidats uniques de la coalition des droites. Du côté de Jordan Bardella, ce nouveau soutien est le bienvenu, comme le confirme Philippe Ballard, député sortant RN de l'Oise, même si Marion Maréchal n'est pas encore revenue officiellement au Rassemblement national. On l'écoute. Et Marion Maréchal, elle fera ce qu'elle voudra, elle en parlera avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Mais enfin, elle a appelé à voter pour les candidats RN lors des prochaines élections législatives. Mais qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites bienvenue ? Mais oui, Jordan Bardella veut faire cette union des souverainistes, des patriotes de droite, mais aussi de gauche. Donc tous ceux qui adhèrent à notre projet sont évidemment les bienvenus dans notre maison commune.
Et je vous disais que Marion Maréchal n'était pas encore revenue au Rassemblement national. Eh bien, elle l'a confirmé à la mi-journée sur TF1. Elle affirme ne pas avoir rallié donc le RN et vouloir se consacrer à son mandat de députée européenne pour lequel elle a été élue dimanche dernier, donc sous l'étiquette Reconquête. Et de son côté, le président des Républicains, Éric Ciotti, persiste et signe. Il souhaite une alliance avec le RN. Ce que contestent les cadres de son parti et une majeure partie des adhérents. Éric Ciotti qui a été exclu des Républicains hier, mais qui est bien décidé à en garder la présidence, comme il l'a précisé à Télématin sur France 2 en début de journée. Vous avez peut-être vu ces images d'Éric Ciotti hier barricadé dans les locaux de son parti, lorsque Valérie Pécresse, François-Xavier Bellamy ou encore Laurent Wauquiez essayaient de l'en déloger. Une situation fermement dénoncée par Florence Portelli, vice-présidente des Républicains. C'était ce matin sur RTL. Quand le pays se porte aussi mal, que les gens ont une défiance terrible vis-à-vis de la classe politique, qui considèrent en partie les avoir trahis, jouer à cela, c'est lamentable. Hein. Et il ose parler de famille politique. Moi, je ne connais pas un père de famille qui assassine ses enfants. Parce qu'il fait ça quand même à la veille de législatives qui vont être très difficiles. Hein, puisqu'on n'est pas en situation, on n'est pas dans une période très agréable pour nous. On a fait 7% aux européennes, c'est mieux. Bellamy a fait une belle campagne, mais bon, on a fait quelques à la présidentielle. Planter comme ça ses amis, entre guillemets, dans leur dos, alors qu'on doit déposer en plus des candidatures d'ici dimanche, il a viré tout seul dans son bureau la présidente de la Commission nationale d'investiture qu'on a rétablie. Sinon, on n'avait même pas de candidats. On ne pouvait même pas les présenter. On n'avait plus de CNI. Donc, je veux dire, faire ça, c'est, pardon, les termes sont forts, mais c'est immonde. C'est immonde, c'est immoral. Florence Portelli qui a été claire, je cite, « Tout candidat qui fera alliance avec le RN sera renvoyé des Républicains ». Et ce midi, l'un des ténors LR, François-Xavier Bellamy, était sur Europe 1. Il a assuré qu'en cas de deuxième tour RN contre Front de Gauche, eh bien, il ferait barrage à la France insoumise et voterait bel et bien Rassemblement national. Pendant ce temps, la majorité présidentielle veut montrer qu'elle est toujours mobilisée et bien sûr au travail. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était l'invité d'RMC ce matin. Il souhaite accélérer dans la lutte contre les violences des mineurs. On l'écoute. Il y a des mois que l'on travaille sur un certain nombre de mesures. Je vais vous en donner une. Un mineur, aujourd'hui, quand il commet un crime, peut être évidemment placé en détention, et c'est souvent la règle. En revanche, un mineur qui n'a jamais été condamné ne peut pas être emprisonné, sauf si on a recours à une information judiciaire, ce qui a, vous avez compris, pour effet d'allonger, évidemment, et d'alourdir la procédure. Je veux, c'est une mesure de fermeté, de radicalité, qu'un mineur, s'il commet un fait grave comme premier fait, parce que s'il n'a pas commis antérieurement il n'aura pas besoin d'être dans une récidive. Absolument, madame, on puisse envisager son placement en détention. Immédiate ? Immédiate. Les élections législatives anticipées qui, en plus d'occuper l'espace politique et médiatique, ont des conséquences concrètes sur la vie des écoliers. Eh oui, puisque plusieurs fêtes de fin d'année ont été annulées à Rennes et c'est le cas dans plusieurs autres villes de France. Comme vous le savez, les écoles se transforment en bureaux de vote lors de chaque élection et ces législatives anticipées ont poussé les directeurs d'établissements à renoncer aux traditionnelles kermesses. Même chose d'ailleurs pour de nombreuses associations sportives dont les créneaux d'entraînement ont été annulés dans les gymnases. À Rennes, les parents d'élèves essayent de négocier avec le maire pour utiliser des terrains de sport extérieurs qui sont situés non loin des écoles et les associations de leur côté attendent un plan B pour finir la saison dans de bonnes conditions. Et on termine avec ce rétropédalage du recteur de l'Académie de Rennes justement qui a interdit aux enseignants d'aller manifester. Ce mardi, les 26 000 professeurs de l'enseignement public de la ville ont reçu un mail de leur recteur leur rappelant qu'il leur était interdit de se rendre à des manifestations présentant un caractère électoral, notamment donc la manifestation qui se tiendra samedi. Tollé immédiat sur les réseaux sociaux, les syndicats d'éducation nationale protestent, si bien que le rectorat rectifie rapidement le tir, précisant, je cite, que seuls les personnels d'encadrement du second degré et des corps d'inspection sont concernés par ce devoir de réserve, donc par le mail en question. Une erreur d'aiguillage selon le rectorat, mais les enseignants et les syndicats ne sont pas dupes, ils dénoncent une méthode d'intimidation indigne.
Merci Loïc pour ces informations. Alors comment les premiers pas sur un terrain de football marquent-ils l'enfant? Comment retrouver l'adrénaline d'un match dans une cour de récréation? Autant de Madeleine de Proust qui constituent l'essence de notre enfance et surtout la première approche du sport par l'émotion. Le philosophe Stéphane Floccari publie Le sport et moi et il est notre invité sur le Grand JT. Bonjour Stéphane Floccari. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agrégé docteur en philosophie, professeur à l'INSEP, l'Institut national du sport, et surtout l'auteur de Le sport et moi, E accent aigu, M-O-I. Et forcément, je rebondis sur ce titre, Le sport et moi. Le sport et moi interroge sur de nombreux sujets, notamment celui bien sûr de la performance. C'est la première chose qu'on a en tête lorsqu'on parle du sport. Et on va y revenir évidemment. Mais avant cela, ce titre, Le sport et moi, ces émotions qui nous marquent à vie lorsque l'on pratique le sport dans la cour de récré évidemment et qu'on s'entraîne ou qu'on essaie de se dépasser pour le 100 mètres ou pour le saut de haie, ou lorsque l'on voit un fameux match de football avec ses copains, toujours cette idée, est-ce que ça démarre déjà dans la cour d'école, ces émotions? Absolument. Avant la performance, il y a l'enfance. Et le sport, très souvent pour les gens, pour moi en tout cas, ça s'ancre dans une pratique d'enfant puis d'adolescent. Donc la cour de l'école, mais aussi le football en famille, et puis ensuite le football en club. Le sport et moi, ce titre me permet de dire deux choses en une seule. D'une part, de parler de ma pratique du sport. C'est pas si fréquent qu'un intellectuel, qu'un professeur, qu'un pédagogue ose dire au pays de Molière et de Proust qu'il aime le sport. Alors peut-être pas au même plan que l'opéra ou que la philosophie ou même la poésie, encore que ça se discuterait. Moi je crois que si on m'amputait de mon émotion sportive ou de mon désir sportif, il me manquerait quelque chose. Mais ça m'a permis aussi de mettre sur la table de philosophie, sur la table de dissection philosophique, la question de l'émotion sportive. Il me semble qu'il y a une spécificité de l'émotion sportive. Il y a des émotions qu'on ne ressent que par le sport. Alors sans doute, y en a-t-il qu'on ne ressent que par l'amour, que par l'art, que par la sexualité, que par l'amitié, que par tout ce qu'on veut. Mais il y a des émotions qui sont spécifiquement sportives. Lesquelles, par exemple? Je crois que on fait un petit peu le yo-yo émotionnel pendant un match de foot, par exemple, ou même pendant les Jeux Olympiques, ou quand soi-même on pratique le sport, parce que on peut être éliminé ou au contraire qualifié. Donc soit on disparaît, soit on se maintient. On peut atteindre le sommet et planter son drapeau tout en haut, ou bien être éliminé dès le premier tour. Donc tout ça, ça suppose une mise en jeu de soi dans le sport qui pour moi a commencé dès la toute petite enfance et qui se prolonge encore aujourd'hui. Je suis extrêmement ému par l'organisation des Jeux Olympiques. Comme tout le monde, j'ai aussi un regard critique, bien sûr, sur l'organisation des Jeux, sur les problèmes qu'ils peuvent poser. Mais je crois que c'est aussi la fête des sportifs, la fête du sport, la fête de ces émotions-là. Et j'en suis ravi, moi. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, effectivement, en interlude. On va revenir sur plusieurs points. Déjà, le premier, vous dites que, effectivement, en tant que grand intellectuel, on ne peut peut-être pas vous attendre, effectivement, sur cet amour absolu du sport. Pour autant, tous les Français, tous les hommes, les femmes, et même dans le monde entier, adorent finalement le sport, adorent soit le regarder, soit le pratiquer, ou en font, effectivement, une pratique quotidienne ou hebdomadaire. Pourquoi on a toujours cette idée que le sport doit être réduit au second rang, finalement passe après, qu'on ne pourrait pas penser le sport comme vous dites et ne pas associer philosophie et sport? Alors, d'une part, je pense qu'il y a des gens qui sont rétifs au sport, et on peut aussi l'entendre, on peut aussi comprendre qu'il y a des gens que le sport n'intéresse pas, qui ont d'autres centres d'intérêt. Quand on voit le succès, par exemple, du foot. Bien sûr. Ou du rugby. J'ai écrit un livre entier là-dessus, Pourquoi le football, pour expliquer justement comment une finale de Coupe du Monde, par exemple, peut magnétiser, peut hypnotiser des sociétés entières, y compris composées de gens qui pour certains ne connaissaient rien des joueurs, ni même du jeu, la veille. Bon, alors, il y a quelque chose effectivement dans le sport qui nous touche spécifiquement, mais quand on est un intellectuel, c'est pas si simple d'en parler effectivement. J'ai prononcé les noms de Molière, de Proust, on pourrait ajouter Descartes. On est un pays quand même rationaliste, et on est un pays avec une grande culture littéraire et académique. La France a une place particulière dans le monde, du point de vue culturel, c'est un truisme de le
le dire. Mais il est clair que dans nos programmes scolaires, par exemple, dès l'enfance, une place est faite au sport, mais une place beaucoup moins importante que chez nombre de nos voisins européens. Et il me semble que la note d'EPS dans un bulletin de collégiens ou même de lycéens est regardée un petit peu de loin par les parents et souvent sous-interprétée, voire pas interprétée du tout. À la limite, un enfant qui aurait 18 partout dans les sciences et même en littérature et qui aurait à peine la moyenne en EPS, ça semble pas si grave. Et pourtant, il me semble que le sport est un formidable vecteur éducatif, culturel, intellectuel. Et il n'y a pas une seule forme d'intelligence. Il y a une intelligence hypothético-déductive, une intelligence rationnelle, mais il y a aussi une intelligence sensorimotrice, il y a aussi une intelligence sociale. Donc dans le sport, il y a tout ça. Et c'est vrai qu'en France, comme professeur de philosophie, j'hésite encore un peu parfois à arriver en salle des professeurs avec l'équipe ou France Football sous le bras, mais je transgresse des fois, je le fais quand même. Pour autant, c'est une très bonne revue, très bons journaux. Le professeur d'éducation physique, je vous cite, est plus que jamais l'un des rouages essentiels d'une école qui ne fait pas qu'instruire, mais qui doit apprendre à être et à faire, en accompagnant l'apprenant sur le long chemin d'une appropriation de soi, indissociablement physique, social, intellectuel et émotionnel. Si le sport est tout ça, pourquoi, effectivement, comme vous le dites, les cours d'éducation physique et sportive, les cours d'EPS ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, ou en tout cas ne sont pas vus comme ils devraient l'être plutôt. Parce qu'ils le sont. Il y a énormément d'excellents professeurs d'EPS. Moi, j'en ai rencontré 2 qui m'ont énormément apporté pendant mes 4 années de collège, surtout. Et je crois qu'il y a un verrou académique. Il y a une chape de plomb académique qui est encore très forte dans notre pays. On veut que nos enfants parlent bien notre langue, parlent plusieurs langues, connaissent l'histoire, les mathématiques, les sciences, ce qui est parfaitement légitime. Mais il me semble qu'un peu plus de respiration ne peut pas nuire. Et j'ajouterais à la longue liste de la citation que vous avez faite de ce livre, peut-être simplement le terme aussi de plaisir. Et le fait de prendre du plaisir. Parce qu'effectivement, on a commencé l'interview autour de la notion de performance. Et souvent, les gens qui performent à un très haut niveau le disent. Peu d'entre eux, en fait, arrivent à vraiment garder un rapport à eux-mêmes qui soit un rapport et émotionnel et de plaisir, de simple plaisir. Les sportifs sont soumis à des charges de travail, il faut dire, très lourdes. Vous démarrez le livre par cette première phrase, c'est vraiment la première phrase du bouquin. Penser le sport, c'est avant tout penser. Or, penser exige la distance, non seulement avec ce qui est pensé, mais aussi avec soi-même. Et c'est vrai que c'est peut-être la première préoccupation que l'on a lorsque l'on cherche à philosopher, ou en tout cas à réfléchir, et avoir cette distance. On n'arrive jamais à avoir de la distance sur ce qui en est, ou peu, en tout cas c'est assez complexe. Or là, on le dit, penser le sport, c'est avant tout penser. Alors, cette phrase est écrite par Benjamin Pichery au tout début du livre, parce qu'il y a une toute petite préface, faite par mon éditeur, qui est lui-même un ancien professeur d'EPS. Et effectivement, le fait d'associer l'activité de pensée et le sport, ça semble pas spontané, ça semble pas naturel. Et pourtant, quand on a pratiqué soi-même un peu le sport, en compétition ou un peu plus que sous la forme d'un simple entretien quotidien, il y a dans le sport la nécessité d'une réflexion, d'un examen de soi, d'une organisation de son effort, d'un travail de récupération, de projection dans la séance qui suit. Donc, dans le sport, à mon avis, il y a énormément à penser. Et le livre est composé par un long entretien que m'a accordé François Livonnet, un philosophe français de premier plan. Et à la fin de l'ouvrage, il y a une sorte de carte blanche qui m'a été donnée, carte blanche aux philosophes, pour parler un petit peu de ce qu'est le sport dans l'histoire de la pensée philosophique. Et effectivement, de Platon à Descartes, j'ai pointé chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens, chez Descartes, l'importance qui peut être accordée au corps. Bien sûr, le corps, nous ne le choisissons pas. Le corps, c'est un donné. Donc, mon corps a des limites. Si je fais 2 mètres de haut ou si je fais 1m60, j'ai des données physiques qui sont là, qui sont objectives, contre lesquelles je ne peux rien faire. Mais à partir de là, je peux choisir un sport, choisir de développer certaines qualités, choisir aussi de développer des appétences pour des gestes particuliers, pour des relations particulières. Et il y a dans le sport, Platon le disait déjà, à travers la gymnastique, à travers la danse, à travers aussi l'écoute de la musique
qui rythme tout cela, quelque chose qui permet le développement de ce qu'il appelle encore l'âme, ce que nous aujourd'hui on appellerait plutôt la conscience ou peut-être l'esprit, et que les Grecs appellent encore l'âme. Et évidemment pour Platon, le fait de savoir déjà se mouvoir avec son corps, le fait d'habiter son corps, comme on peut le faire par exemple quand on danse, hein, on voit bien que nous sommes peu habitués la plupart d'entre nous à danser. Nous dansons quand il y a une fête, mais nous exprimons quelque chose de nous-mêmes. Vous comparez beaucoup en fait l'art au sport et même dès le début de l'ouvrage. Dans l'art, on juge jamais de la qualité par la quantité. Être un grand sportif, c'est d'entrer dans l'ère de la mesure. J'ai un petit peu résumé effectivement le passage car c'est peut-être assez dense et long, mais c'est vrai que c'est ce que vous dites en fait. Cette notion qui est tout le temps reprise, soit de la performance, soit de la quantité. On cherche tout le temps effectivement à se dépasser dans le sport. Or, en revanche, ce n'est pas la réalité en fait. Ce n'est pas la réalité du sport et c'est bien ce que vous dites. On entre dans l'ère de la mesure. Est-ce que ça, vos étudiants en ont conscience? Est-ce qu'ils le comprennent tout de suite? Oui, alors moi je suis professeur dans un lycée classique, traditionnel, aussi à l'INSEP et aussi à l'université. Donc j'ai des élèves et des étudiants qui sont très différents. J'ai des élèves lambda, j'ai des étudiants lambda, et puis j'ai des sportifs de haut niveau aussi avec moi. Ce qui est certain, c'est que dans leur pratique du sport, ils ont des attitudes qui sont des attitudes très différentes. Ils ont des rapports au corps qui sont des rapports au corps très différents. Mais quant à la question de la mesure, c'est une question vraiment contemporaine. La notion même de sport, disons telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été inventée au XIXe siècle. Dans les sociétés qu'on pourrait appeler capitalistes, les sociétés donc, dans lesquelles le capitalisme industriel s'est développé et dans lesquels aussi la fibre démocratique se développe dans les sociétés. Et donc la rivalité, le jeu s'organise, se structure d'une manière particulière autour de pratiques sportives qui au départ étaient quand même un peu brutales, un peu violentes, quand on pense à ce qu'était le rugby ou le football avant, sous la forme de la soule ou de la choule. Et donc on mesure effectivement, on quantifie, on crée des catégories et le jeu se rationalise progressivement sous la forme de ce qu'on appelle un sport à l'anglaise. Vous posez une autre question assez vite dans Le Sport et moi, donc paru, je ne l'ai pas dit, mais aux éditions Amphora, donc en collaboration avec l'INSEP. C'est aussi se poser la question de contre qui se bat-on finalement? Est-ce que c'est contre son adversaire ou contre soi? Alors Paul Lyonnais, le sociologue, disait qu'il y a deux types de sports. Il y a des sports dans lesquels effectivement on est en rivalité avec un tiers, ça peut être un individu ou à l'intérieur d'une équipe avec une autre équipe, et il y a des sports dans lesquels on lutte contre soi-même. Aujourd'hui, on voit que les sports dans lesquels on lutte contre soi-même sont des sports qui ont tendance à beaucoup se développer, par exemple le marathon ou la course à pied, où là, il s'agit parfois de faire un score ou de faire un temps. Hein, par exemple, le marathon, vous entrez dans des sas avec des temps qui sont les temps que vous espérez faire. Mais il s'agit essentiellement de soutenir un effort à l'égard de soi-même, sans compter qu'aujourd'hui, la pratique de la salle, c'est vraiment généralisé. Moi, j'aimerais prendre un peu de recul par rapport à cela. Je n'ai pas encore tout à fait pensé ce phénomène, mais intuitivement, je sens que là, il y a quelque chose à penser et à réfléchir sur ce repli dans un monde qui est un monde intérieur, qui n'est plus le contact avec le dehors, avec la nature, avec les arbres, avec le sol. On court à l'intérieur d'une salle, on court avec des chronomètres partout, on court avec des tableaux sur lesquels sont écrits à l'avance, et souvent avec des termes anglo-saxons, toutes les figures physiques ou athlétique et qu'on va devoir réaliser. Mais la salle, c'est plutôt la culture du corps, non? De la culture de soi. C'est la culture du corps, mais c'est de la culture de l'entretien du corps et de la tension du corps. Il faut un corps préparé, il faut un corps qui plaise. Aujourd'hui, on est à l'époque, on est dans une civilisation de l'apparence, à travers les réseaux sociaux notamment. Il faut un corps qui plaise, qui soit attirant, attrayant. Beaucoup de gens aujourd'hui se rencontrent à travers des applications, à travers des réseaux sociaux. Donc souvent, on se rencontre aussi à travers une image de soi ou de l'autre. Les gestes, les émotions, on en parle, la performance aussi. Tout ça sont des questions, j'imagine, que vous posez, des échanges, des discussions que vous engagez avec vos élèves, quels qu'ils soient. À l'instar de celle-ci, je demande aux élèves à quel moment le ballon va plus vite, quand un joueur le frappe au milieu de sa course ou à l'arrivée. Oui, et ça c'est une question que je pose dans le cadre d'un cours qu'on appellerait d'épistémologie, c'est-à-dire d'histoire de la théorie des sciences et de philosophie des sciences, où en fait, je prends cet exemple qui m'avait été soufflé d'ailleurs par un de mes formateurs en philosophie.
Parce qu'il est tout à fait parlant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous réfléchissez scientifiquement, il faut rompre avec votre expérience immédiate et votre expérience sensible. Il faut rationaliser. Donc je prends un exemple hyper concret. Je suis face au gardien, je tape avec le ballon. Quand est-ce que le ballon va le plus vite? J'aurais tendance à penser que le ballon, comme mon corps, lorsque je fais de la course à pied ou quand je cours un 100 mètres, que le ballon devrait avoir un certain élan. Et donc, il prendrait de la vitesse, comme moi je prends de la vitesse. Usain Bolt ne va pas le plus vite au moment où il explose en sortant des starting blocks. Il lui faut quelques mètres ou une dizaine de mètres pour atteindre sa vitesse maximale. Or, pour le ballon, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que il y a la gravité. Il y a la gravité, il y a les forces de résistance de l'air, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui font que le ballon va moins vite. Mais intuitivement, c'est comme ça qu'on le voit et qu'on le ressent. Alors, ça fait partie de mes hameçons pédagogiques ou de ma toile d'araignée pédagogique, mais elle n'est pas exclusivement sportive. Apprendre le sport, c'est aussi apprendre à vivre sa vie. Aucune grande réalisation, et je vous cite à nouveau, n'est possible dans le sport ou ailleurs sans ce grand amour dont parle Nietzsche, sans mettre sa vie sur la table, comme dit Céline à propos du travail de l'écrivain en quête de style. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça, tout le monde n'est pas prêt à se mettre en jeu à l'extrême dans quelque chose. Mais il me semble que l'une des choses qui caractérise le désir humain, par opposition au simple besoin biologique, c'est qu'il induit un sens et une représentation de ce que nous sommes. Alors moi, par exemple, en écrivant des livres, il est clair qu'il y a une part très importante de moi-même qui se joue. Il y a des choses, si je rencontre pas telle personne, ou si je continue pas à aimer telle personne, ou si je ne gravis pas telle montagne, ou si je traverse pas tel océan, je vais peut-être avoir l'impression d'être frustré de ne pas avoir réaliser quelque chose que je voulais réaliser. Alors, tout le monde ne met pas ses tripes sur la table, même quand il va à la salle, même quand il est un sportif, mais il y a quelque chose de la mise en jeu intégrale de soi dans le sport qui m'aura immédiatement touché. Moi, dès l'enfance, je crois que j'ai joué les matchs avec énormément de sérieux, parfois trop de sérieux, et j'ai été un supporter qui a pris certains matchs aussi avec trop de sérieux. Aujourd'hui, je suis revenu de tout ça, je suis à l'âge où, comme dit Platon, on peut gouverner la cité, n'est-ce pas? Quand on est cinquantenaire, n'est-ce pas? On voit ça d'un peu plus loin, on est moins engagé passionnellement. Je suis moins aujourd'hui dans la recherche de la passion ou de l'émotion dominatrice ou gagnante que dans la recherche d'un plaisir esthétique. Et aujourd'hui, j'arrive avec une idée quand il y a un match sur celui qui est mon favori, mais je suis tout à fait heureux que mon avis soit inversé par ce qui se passe sur le terrain et que le joueur de tennis, voilà, il y avait Roland Garros ces derniers temps, à la fin, celui que j'aime le plus, ce soit pas celui que j'attendais au début du match, mais il faut aller, on va prononcer le mot, il faut une certaine sagesse et un peu avoir mûri pour voir les choses ainsi. Mais c'est sûr que dans le sport, il y a une expérience de soi, une mise en jeu de soi qui existe dans peu d'autres activités à cette intensité-là. Juste dernière chose, vous citez en fin de bouquin le philosophe John Kelevich qui avait dit chez Bernard Pivot à l'époque que la philosophie non seulement ne sert à rien, mais qu'elle doit ne servir à rien. Lorsque vous faites le parallèle avec le sport et la philosophie dans vos cours, est-ce que vos étudiants sont réactifs par rapport à ça? Ils réagissent? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Comment ça se passe? Alors je justifie devant eux ce qu'un auteur italien a appelé l'inutilité de l'utile. Il me semble qu'il y a des choses qui sont utiles à un degré, disons, autre qu'un simple instrument ou un outil dont on pourrait se servir pour accomplir de façon utilitaire une action pratique. Je prends un exemple autre que le sport, je vais très vite. On a très peu de temps, c'est la musique. Pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique? Alors on peut écouter de la musique parce qu'il y a un mariage ou parce qu'il y a un enterrement ou parce que c'est une marche militaire, mais en vérité on écoute vraiment de la musique, pas pour faire ses devoirs parce qu'au bout de 2 secondes on l'écoute plus. On écoute de la musique quand on ne fait rien d'autre et qu'on écoute que de la musique. Et donc il me semble que dans le sport, dans la musique et dans d'autres activités, il y a quelque chose de parfaitement inutile au sens où il est superflu, il n'apporte rien, ni matériellement, ni financièrement, il apporte simplement de jouir de ses propres émotions. C'est la définition nietzschéenne de la musique, jouir de ses propres passions. Et apprendre aussi à grandir, à être citoyen et à avoir sa place dans la société. Bien sûr. Merci 1000 fois. Le sport et moi, donc paru aux éditions Amphora, en collaboration avec l'INSEP, de Stéphane Floccari. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On marque une courte pause, on se retrouve. Ils œuvrent aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Diane Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Diane. Vous êtes porte-parole de l'ONG Plan International France. Alors, une femme sur 10, Diane, dans le monde est confrontée à la précarité menstruelle. Peut-être qu'on peut rappeler ce que veut dire précarité menstruelle. Oui, bien sûr, la précarité menstruelle, donc ça désigne tout ce qui va être les difficultés d'accès à tout ce dont on a besoin quand on a ses règles. Donc ça va être tout ce qui est les éléments nécessaires comme les protections menstruelles bien sûr, mais aussi des sous-vêtements neufs, des antidouleurs souvent aussi, et également tout ce qui est accès aux infrastructures dont on a besoin. Donc ça va être des toilettes propres, l'accès à de l'eau, des choses comme ça. Et donc voilà, comme vous dites, c'est un problème vraiment qu'on retrouve partout dans le monde. Un autre chiffre que je peux vous donner, c'est 1 personne sur 4 qui a ses règles. Donc 1 personne sur 4 qui a ses règles dans le monde est confrontée à la précarité menstruelle. Ça représente 500 millions de femmes et de filles dans le monde qui sont confrontées à la précarité menstruelle. Oui, parce qu'évidemment, on parle effectivement des protections périodiques, des protections menstruelles, mais on parle aussi du problème de l'accès à l'eau et finalement de l'hygiène et aussi de la honte. C'est-à-dire que beaucoup de choses, en fait, sont couplées à cette problématique que rencontrent les femmes dans le monde. Exactement. Vraiment, tous les tabous et les préjugés autour des règles, c'est, je pense, vraiment la cause numéro 1 de la précarité menstruelle. C'est pas la seule, bien sûr, mais tous ces tabous qui sont bien sûr enracinés dans les inégalités de genre. Donc ça va être ça peut être des traditions, des cultures religieuses qui sont souvent issues de normes discriminatoires, de la culture patriarcale, qui véhicule l'idée qu'en fait le statut des femmes et des filles est inférieur à celui des hommes, et donc qui va forger tout ce tabou autour des règles, qui va faire que finalement c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et donc tout simplement les filles vont se sentir moins à l'aise d'en parler, moins à l'aise pour demander de l'aide ou des protections si elles en ont besoin. Et il peut y avoir certaines traditions ou dans certaines cultures où les filles vont être vraiment mises à l'écart en fait de la société, les filles et les femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Donc il y en a qui vont même devoir être dans un lieu séparé, par exemple pendant toute la durée, où il va y avoir des mythes autour du fait qu'elles vont être maudites, toxiques pendant cette période-là, qu'on ne va pas pouvoir les toucher, etc. Donc en fait tout simplement ça va les exclure de la société pendant un certain temps. Donc l'aspect religieux et culturel est très présent. Oui, mais après, c'est vraiment l'une des causes, parce que, en fait, c'est tellement répandu que, voilà, il peut y avoir directement lié à la culture ou la religion des tabous, etc. Mais en fait, en France, on le voit très bien aussi. Nous, on a fait un sondage à Plan International il y a 2 ans sur, justement, en France, ces tabous qui entourent encore les règles. Eh bien, on avait par exemple 1 fille sur 2 qu'on avait interrogée qui disait qu'elle avait déjà raté l'école à cause des règles. Et rater l'école à cause de ces règles, il peut y avoir plein de raisons. Mais l'une des raisons, c'est qu'on a honte. On a, je pense, toutes connu un peu ces moments en cours de sport, par exemple. Ah, je ne peux pas faire du sport parce que j'ai mes règles. En fait, il n'y a aucune raison. Mais c'est juste que, voilà, on a mal ou c'est inconfortable et tout, mais on n'ose pas en parler. Et beaucoup des personnes qu'on avait interrogées, justement, disaient, oui, il y a encore énormément qui ressentaient au quotidien encore ces tabous. Parce que tout simplement tout ce qui est en fait rattaché au féminin est vu comme inférieur ou pas digne d'intérêt ou même un peu honteux. Donc vu que les règles sont généralement rattachées au féminin, on ne va pas en parler. Et puis l'angoisse aussi, forcément, que ça se voit, qu'on soit gêné, effectivement, dans sa pratique à la fois du sport et au quotidien. Comment lutter contre ça chez Plan International? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Le plus important, vraiment, c'est la sensibilisation. Donc nous, dans tous nos programmes, on essaye d'intégrer un aspect à la fois lutter contre la précarité menstruelle de manière très matérielle. Donc on va avoir par exemple des ateliers de confection de serviettes menstruelles réutilisables, qui aussi vont permettre de générer du revenu ensuite pour des femmes qui vont pouvoir utiliser ça aussi comme activité génératrice de revenus. Parce qu'il y a aussi, ça c'est l'une des grandes autres causes de la précarité menstruelle, c'est que déjà il y a une inégalité économique très forte entre les hommes et les femmes de manière générale dans le monde, mais en plus il y a cette injustice-là qui va se rajouter dessus, puisque finalement c'est des produits de première nécessité, mais qui généralement ne sont pas, sont une grosse charge financière en plus pour beaucoup de gens, et donc ça va encore accroître les inégalités de revenus. Donc voilà, des choses comme ça vont permettre de générer des revenus en plus. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est distribution de kits d'hygiène, par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, tout ce qui est autour de la sensibilisation et la formation. Donc, il va y avoir beaucoup de séances de sensibilisation autour des inégalités de genre en général, autour des règles, à la fois pour les filles et les garçons, puisque le but, c'est de démystifier les règles, en fait, d'expliquer ce que c'est concrètement, quel est le phénomène corporel, etc. Et de dédramatiser, en fait, de faire qu'on se sent plus confortable avec son corps, qu'on peut expliquer le phénomène, que c'est tout simplement
simplement un sujet de conversation comme un autre. Et du coup, si on peut en parler plus librement, on va pouvoir tout simplement mieux gérer le sujet collectivement et mettre à disposition, par exemple, des protections, des infrastructures. Enfin, voilà, on ne va plus avoir de problème pour en parler, en tout cas, c'est l'idée. La précarité menstruelle, vous donniez un chiffre effectivement de femmes dans le monde qui sont touchées. Combien en France? Vous avez des chiffres? Alors je sais pas nous on travaille pas directement en France, donc j'ai pas de chiffres directement sur la France, mais alors il y a une association qui s'appelle Règles élémentaires que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup sur le sujet vraiment directement en France et qui va faire aussi du plaidoyer pour justement le remboursement des protections, le congé menstruel, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, je pense, c'est que c'est pas un sujet qui concerne d'autres pays très loin. En France aussi, il y a énormément de précarité menstruelle. On a des témoignages d'étudiantes, par exemple, qui disent qu'elles sont obligées de choisir entre s'acheter à manger et acheter des protections. Et ça, c'est pas normal, en fait. Oui, d'autant qu'effectivement, vous parlez d'inégalité face à ce que ça coûte au quotidien et au fait de pouvoir ne pas avoir honte et de pouvoir gérer. C'est une autre notion, mais qui est très importante, les douleurs au quotidien, car de nombreuses femmes vivent ça, de nombreuses jeunes filles sont paralysées par les douleurs environ 5 jours par mois, ce qui les empêche aussi d'aller à l'école. Donc la précarité menstruelle, en fait, prive ces jeunes filles aussi d'éducation. Oui, ça c'est clair, c'est ça. C'est l'une des grandes conséquences de la précarité menstruelle et des tabous autour des règles en général. C'est la déscolarisation de certaines filles qui peut aller très loin, puisque dans certains pays, ça va être jusqu'à 5 jours par mois, à peu près, jusqu'à 20% de leur année scolaire où elles ne vont pas aller à l'école à cause de ça, donc elles vont accumuler énormément de retard qui devient très difficile à rattraper. Donc peut-être à un mois, elles vont se dire j'ai déjà tellement de retard qu'en fait c'est pas la peine de continuer. Et donc ça peut conduire à une déscolarisation totale. Il y a aussi le fait que au moment de la puberté, parfois on va considérer les filles comme maintenant étant adultes et donc elles peuvent se marier. Les mariages précoces, ça conduit aussi à la déscolarisation, ça conduit à des grossesses précoces, à des problèmes de santé. Enfin voilà, ça fait un peu des réactions en chaîne comme ça. Mais en effet, rater l'école, ça va creuser vraiment le fossé entre les filles et les garçons à un moment qui est vraiment crucial, l'adolescence, qui est aussi le moment où on fait ses choix pour l'avenir, etc. Oui, creuser les inégalités en permanence, évidemment, aussi impliquer les parents dans cette sensibilisation, qui doivent comprendre aussi l'importance de pouvoir parler avec leurs enfants, peut-être aussi bien les garçons que les filles, pour qu'il y ait moins de problèmes de honte pour les jeunes filles qui vont à l'école. Merci beaucoup Diane Richard d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous êtes porte-parole de l'ONG Plan International France. Merci à vous. Merci mille fois. On va tout de suite retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Vu sur les réseaux cette semaine, ces jeunes qui se mobilisent contre l'extrême droite depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Et ils se mobilisent en reprenant la chanson Porcherie de Bérurier Noir. Alors j'aimerais déculpabiliser tous ceux qui se disent mais de quoi ils parlent? Moi non plus, je ne connaissais pas le groupe Bérurier Noir avant de préparer cette chronique. En fait, c'est donc un duo et un groupe ensuite français de punk rock très en vogue entre 1983 et 1989 et qui s'est ensuite reformé entre 2003 et 2006 et... La jeunesse emmerde le Front National, donc repris d'ailleurs par l'artiste Diams dans les années 2000 pendant ses concerts, et qui a donc été adopté comme un cri de rassemblement par tous les jeunes qui refusent que l'extrême droite arrive au pouvoir en juillet prochain. On l'a d'ailleurs entendu le soir même des résultats dans différents rassemblements qui ont eu lieu partout en France, et il y a déjà des milliers de posts avec cette bande-son sur TikTok pour inciter à aller voter les 30 juin et 7 juillet. Oui, parce que cette mobilisation, j'espère massive sur les réseaux sociaux, tranche avec le taux d'abstention chez les jeunes. Et oui, selon l'Institut Ipsos, plus de 60% des 18-24 ans ne sont pas allés voter dimanche dernier. Et dans le même temps, le Rassemblement national a séduit les jeunes, puisque les 18-24 ans ont été 26% à voter pour Jordan Bardella, soit 11% de plus qu'en 2019. Donc on a là, c'est vrai, un mouvement, une traîne musicale, comme on dit un peu dans le jargon des réseaux, qui vise clairement à réveiller la jeunesse et à appeler à aller voter. Alors on va revenir évidemment sur l'histoire de Bérurier Noir et pourquoi évidemment ils ont fait cette chanson.
Pour comprendre, il faut revenir en 1984. À l'époque, le Front National faisait 11% aux élections européennes et c'était la première fois qu'un parti d'extrême droite faisait un score à 2 chiffres dans un scrutin. Et Bérurier Noir, qui est donc un duo très engagé, a écrit cette chanson, Porcherie, en référence au film du même nom, réalisé par Pier Paolo Pasolini et sorti en 1969. Alors c'est un film qui raconte une double histoire, celle d'une famille allemande bourgeoise dirigée par un père nazi dont le fils est dévoré par des porcs, et celle d'un jeune homme affamé qui s'égare dans une lande volcanique où il deviendra cannibale. Voici un extrait du teaser. Alla salute degli ebrei, dunque, signor Klotz. Alla salute dei maiali, signor Herr Hitze. Infatti. C'è un momento in cui la mia abiezione di maiale, col ventre capace di contenere un'intera classe sociale, attraverso il rimpianto del passato si purifica. Ed è lì che io ho torto. Alors on n'a pas la traduction, mais on est dans une ambiance de Louise Buñuel, sous courant surréaliste. Racontez-nous. Oui, en fait, c'est une allégorie, c'est un pamphlet qui dénonce la situation de la jeunesse italienne après-guerre et qui parle du monde et de ses travers. Et c'est donc pour dénoncer une société qui ne tourne pas rond, selon eux, en s'appuyant sur ce film, que Bérurier Noir a écrit cette chanson qui dit « Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs, de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts, nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique, nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. » Et donc cette phrase, la jeunesse emmerde le Front National, elle n'est pas dans les paroles du titre original, elle a été ajoutée par Bérurier Noir pendant ses concerts, donc sur scène. C'est celle donc qu'on entend sur TikTok et elle est issue d'un live de 1989. Et alors ils en pensent quoi, ce fameux groupe Bérurier Noir, des résultats des élections? Est-ce qu'ils ont été interrogés sur la question? Alors sur les élections européennes, non. En revanche, ils ont été interviewés le 25 avril 2022 par France Info, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, qui était donc contre Marine Le Pen au deuxième tour. Et voici ce que disait Laurent, l'un des membres du groupe. « Malheureusement, les choses n'ont pas changé. L'extrême droite grossit, prend des forces et ça nous pend au nez qu'elle arrive au pouvoir. » Eh bien, on y est effectivement. Alors, dans cette bataille de vidéos et d'idées sur TikTok, les partisans du RN sont aussi très actifs. Parce qu'il faut savoir que Jordan Bardella est aujourd'hui l'homme politique français le plus populaire sur le réseau social. Il cumule 37 millions de j'aime. Il y a 10 personnes qui s'occupent de sa communication sur TikTok à plein temps. Et ses soutiens, évidemment, sont moteurs. Il y a même un TikToker qui s'appelle Comic Cadence qui a écrit et composé une chanson pour Jordan Bardella. Et elle est devenue virale chez ses soutiens. Regardez. Aux armes, citoyens, le pays est en souffrance. Jordan Bardella vient à notre délivrance. Dans ce monde incertain, il est notre espoir. Contre vents et marées, il trace le chemin de gloire. Entendez-vous le cri du peuple en détresse? Jordan Bardella, héros de la jeunesse, sous son étendard, nous marchons sans peur. Pour la France en danger, il est notre sauveur. Voilà, vous l'avez compris, chacun son hymne et il reste maintenant à voter. Merci beaucoup, merci Loïc. On va retrouver Malika Ménard dans Soudain des Colliers. Et cette semaine, son invitée est la femme d'affaires Sylvie Tellier. Il y avait donc un avant Miss France et puis après il y a eu Miss France. Qu'est-ce qui t'a amené à te pousser dans cette aventure? Miss France, je le raconte dans le livre assez longuement. Je l'ai fait parce qu'il y avait un côté Miss France un peu décalé par rapport au contexte familial dans lequel on vivait. C'était accéder à des choses que je n'avais pas à la maison. Donc les belles robes, les belles coiffures. C'était pas ton rêve à toi? C'était pas un rêve de petite fille comme... Ouais, c'était plus... je dirais que c'était... Alors, ça m'a toujours plu de regarder l'émission avec maman. Mais j'ai vu assez vite que potentiellement, ça aurait été une satisfaction de maman. C'était un peu son rêve à elle, quoi. Oui, et pas dans le mauvais côté, parce que je l'ai vu chez Miss France pendant près de 20 ans, des mamans qui forcent leurs filles, qui font un transfert sur... Mais c'est pas celle qui l'emporte, finalement. Non, et maman, elle n'était pas comme ça, elle m'a pas... Mais j'ai bien senti que c'était quelque chose qu'elle aimait, en fait. Donc, à nous deux, on s'est automotivés. Qu'est-ce qui se passe quand la couronne arrive sur ta tête?
Un peu de panique, parce que je ne l'avais pas du tout prévu dans mon plan de carrière. Pas du tout. Quand tu participes, tu ne te dis pas que tu vas gagner? Non, mais pas du tout. J'étais atypique, j'avais 23 ans, on est en 2001. Tu veux dire 23 ans, que c'est à l'époque, à l'époque, c'était assez âgé. Je faisais 1m72, bien tendue sous la toise, donc j'étais petite. Je préparais le concours d'avocat, ce qui n'était pas du tout le profil des Miss de l'époque. C'était quoi le profil? Le profil, elles étaient plus du sérail, donc soit elles étaient issues d'un milieu, elles préparaient des choses dans l'audiovisuel, ou alors elles étaient dans l'esthétisme, ou dans l'image. Dans l'image, ou dans la beauté, dans l'univers de la beauté. Il y avait pas mal de candidates mon année qui étaient soit étudiantes en tourisme ou qui faisaient des études pour devenir travailler dans tout ce qui était image esthétique en fait. Quand tu regardes, ça fait un petit moment maintenant, cette année de Miss France, tu te dis quel est le plus beau souvenir si tu dois juste en choisir un? Ça a été une année difficile, Miss France, parce que c'était pas. Je me suis un peu battue toute l'année pour essayer de démontrer à Geneviève que je n'allais pas fracasser l'institution et que j'étais pas si compliquée à manager. Un bon souvenir de mon année de Miss France. Non, un quand même. Ouais, il y en a. C'est les prises de parole, c'est le boycott de Miss Monde. T'as boycotté Miss Monde? Oui, j'ai boycotté Miss Monde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Amina Lawal était une femme qui était condamnée à la lapidation dans un pays où on applique la charia. Et Miss Monde devait se tenir au Nigeria, pays où on appliquait justement la charia. Et voilà, je trouvais ça chouette en tant que future avocate de boycotter. Et à ce moment-là, Geneviève, elle n'est pas d'accord avec toi quand tu fais ça? Parce que c'est quand même... Elle s'en fout un peu, ouais. Geneviève, elle s'en fichait de concours internationaux. On n'avait rien à faire. Donc que tu y ailles ou pas, c'est pas grave. Voilà. Vraiment là-dessus, elle m'a laissé faire. Elle m'a laissé faire et puis je pense qu'elle avait bien conscience que j'avais pas du tout le profil pour devenir Miss Monde ou Miss Univers. Donc, Miss Monde, il faut quand même des femmes engagées. Oui, mais non, elle s'en fichait des concours. L'aventure Miss France s'arrête et puis quelques années plus tard, tu passes de l'autre côté de la barrière. Comment ça se passe? Eh bien, l'aventure Miss France s'arrête, je rentre à Lyon, j'ai Gérard Collomb qui est maire de Lyon. Alors déjà, je me demande... Parce que tu avais fait tes études à Lyon. Oui, j'avais fait mes études à Lyon et j'ai été élue l'année où Gérard Collomb est devenu maire de Lyon. Voilà. D'accord. Déjà, première question, je rentre à Lyon, puis je me dis, est-ce que je le passerai pas ce concours quand même? Parce que moi, j'étais en droit, en fiscalité des sociétés, on venait de passer à l'euro, les lois de finances changeaient évidemment tous les ans. Un petit coup de flemme. Je me dis, j'avais 2-3 opportunités, on me proposait une émission à la radio, Gérard Collomb me propose de m'embaucher à la mairie, donc je me dis, je vais peut-être me tester une petite année, je faisais un peu de télé à Paris, je me dis, après tout, j'ai fait une année de séjour, je peux m'en laisser une ou deux. Et puis j'ai quand même trouvé que cette femme était extraordinaire et j'avais envie d'écrire le bouquin de Geneviève. Donc je me lance dans l'écriture de son livre. Et puis en fait, l'année d'après, Endemol m'appelle en me disant, tu sais, on a racheté Miss France, oui, ça se passe pas très bien. Je dis, je sais, compliqué, la gestion de Geneviève de Fontenay. Je suis invitée au jury de l'élection de Miss France, c'était en décembre 2004. Et puis je participe au jury. Je la fais courte parce qu'il faut vraiment lire le livre parce que c'est très très long. Je raconte tout ça, mais en gros, Endemol me propose, je fais 2-3 remarques sur le contenu du programme et il me propose de rejoindre l'aventure et de créer en fait une équipe autour de Miss France. T'as adoré ce rôle? J'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment chouette. J'embarque des amis à l'époque et on crée la société Miss France, qu'avant c'était une coquille vide. Il y avait Geneviève et son fils, mais il n'y avait pas d'équipe. Et moi, je me suis bien rendu compte que de toute façon, même si j'avais plein d'idées, que j'étais super motivée, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Et je vais te dire, moi, je l'ai vu évoluer. Enfin, je suis arrivée, tu étais à la tête. Et je l'ai vu évoluer pendant que j'y étais. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Tu vois, comment dirais-je, par exemple, le voyage d'intégration des Miss, je l'ai vu se faire avec moi. Il y a pas mal de choses qui ont continué de... Et je me disais toujours, les filles qui arrivent après, elles n'ont pas forcément conscience, comme je n'avais pas conscience du chemin qui a été parcouru pour avoir la chance qu'on a sur le moment. Mais on n'en a pas conscience. Non, on n'a pas conscience. C'est quand toi, après, tu vois les choses évoluer. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, quand on m'a dit, mais pourquoi tu quittes Miss France, il y a un moment donné... Aujourd'hui, elles sont tellement encadrées, gâtées, avec les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses que j'avais parfois un peu l'impression d'être déconnectée parce que, sans être passéiste, on a fait tellement de choses en 20 ans sur cette... L'appartement, toi, je lisais dans ton livre, il n'y avait pas d'appartement. Fallait se débrouiller. Fallait être à Paris, mais il fallait se débrouiller pour être logé. Alors que nous, maintenant,
C'est à partir de Laetitia Blégé, je crois. Un appartement de fonction. Je crois que c'est Corinne Comment. La fin d'année de Corinne, où elle a eu l'appartement. Oui, c'était l'appartement, pour tout te dire, c'était l'appartement d'un des dirigeants d'Endemol. D'accord. Qu'on a récupéré, qu'on a loué pour la mise, parce qu'avant, effectivement, c'est soit elle habitait à Saint-Cloud, soit elle était un peu à l'hôtel, soit elle rentrait chez elle. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sylvie Tellier, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. C'est important qu'on distingue bien phobie scolaire et refus scolaire anxieux. Quand on parle de phobie scolaire, on a le sentiment d'une peur générale de l'école sans finalement distinguer qu'est-ce qui est le moteur de la phobie et finalement quels sont les mécanismes de cette phobie. Les enfants qui présentent un refus scolaire anxieux ont très généralement un trouble sous-jacent, un trouble psychologique sous-jacent qui vient alimenter ou être alimenté par la peur de l'école. Et donc, lorsque, finalement c'est assez récent, l'emploi du terme de phobie scolaire, ça fait une 40aine d'années des poussières que c'est popularisé parmi les cliniciens. Vous dites que c'est à partir des années 60, le terme anglais school refusal. Tout à fait, ouais. Qui a pris le pas sur phobie scolaire. Absolument, même s'il y a encore des cliniciens qui l'emploient toujours. Mais oui, dans les années 70, il y a un psychiatre français qui finit par poser donc la définition en insistant bien sur le fait que ce qui est le plus important, c'est le trouble sous-jacent à la peur de l'école. Qui n'est un peu que la manifestation de ce trouble, ce refus scolaire anxieux, qui touche, dites-vous, de 2 à 5% des élèves. Ça fait quand même 1 à 2% des élèves en âge scolaire. Est-ce que tous les niveaux scolaires sont concernés de la même manière? Pas tout à fait. Pas tout à fait, en effet. Alors, on retrouve des phobies scolaires dans toutes les classes d'âge, à tous les niveaux. D'accord. Maintenant, ce que les cliniciens observent, c'est que vous avez des moments charnières dans une scolarité où les enfants sont plus à risque de développer une phobie scolaire. Typiquement, c'est lors des passages d'un niveau à un autre. Donc CP, 6e, effectivement, seconde. 6e, entrée au lycée. Ça, il y a une surproportion des cas à ces moments-là, oui. Où est-ce que vous en êtes, de manière générale, et pas forcément dans l'éducation, on va en parler dans un instant, du numérique à Monaco? Bien, on est aujourd'hui au sein d'un programme de transition numérique qui est assez ambitieux, qui s'appelle Extended Monaco, qui est un programme qu'on a lancé en 2019, qui est un programme qui a pour objectif de créer un numérique de service. À Monaco, on ne visualise pas le numérique, on ne projette pas le numérique comme étant une technologie qui permet uniquement de faire des économies. L'objectif, c'est d'avoir de l'impact, de créer de la valeur sur l'ensemble des champs de la vie économique, sociale, culturelle de la principauté, donc de créer un modèle à l'échelle d'une petite cité-État autour de ces technologies qui nous permettent un peu d'étendre notre territoire, d'étendre notre influence, de travailler sur de l'attractivité, sur de la qualité de vie pour l'ensemble de nos, je dirais, usagers. Alors nos usagers, c'est ceux qui viennent travailler à Monaco, c'est nos résidents, c'est aussi nos touristes. Donc ce numérique, on l'intègre vraiment dans tous les pans de la vie, dans tous les pans du service public en tant que tel, mais vraiment dans une logique servicielle à impact depuis 2019. Et au cœur de tout ça, il y a l'éducation, bien évidemment. Docteur, quelles sont les maladies de la thyroïde les plus courantes chez les jeunes et comment est-ce qu'elles affectent leur vie? Alors, on peut dire que la maladie la plus courante chez les jeunes, et surtout chez les jeunes femmes, c'est la maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie qui peut survenir assez tôt dans la vie, voire même chez l'enfant, et qui va impacter la vie des jeunes, parce que le fait d'être en hypersécrétion hormonale va être assez mal toléré, avec des symptômes de rythme cardiaque accéléré, d'amaigrissement, de fatigue, etc. La seconde partie chez les jeunes, ça va être l'hypothyroïdie, mais qui est plus rare à cet âge, mais qui doit aussi être diagnostiquée parce qu'elle va avoir un impact, en particulier possible sur la scolarité, sur l'évolution, sur le développement de la puberté, etc. Donc, chez le jeune, ce sont les deux pathologies les plus fréquentes, mais il ne faut pas oublier les pathologies nodulaires qui peuvent survenir tôt dans la vie. Il y a des trucs, vous les avez un tout petit peu décrits en première partie d'émission, mais il y a des choses hyper concrètes que les familles peuvent observer autour, par exemple, de la réticence à préparer son cartable. Il y en a d'autres, vous dites, soyez attentifs. Effectivement. Alors, un enfant qui va mettre du temps à préparer ses affaires, qui va finalement être dans une logique d'évitement
Qui traînent, quoi. Exactement, qui traînent les pieds, en fait, qui rechignent, qui essayent d'inventer des excuses plus ou moins farfelues pour ne pas aller à l'école, c'est un signe d'alerte, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a un refus anxieux pour autant, si ça se trouve, c'est juste... bon. Parce qu'il n'a pas envie, parce que ça nous arrive à tous, même quand on est enseignant. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout, on n'est pas du tout en train d'alarmer les parents en disant à chaque fois qu'un enfant ne veut pas y aller, il y a un refus scolaire anxieux. Évidemment non, simplement, c'est important, je crois, de rester attentif et si jamais cela perdure, là de commencer à poser des questions, peut-être d'abord aux médecins et le cas échéant ensuite à l'école pour faire converger les regards. Ça, c'est absolument. Alors pour les faire converger, il y a un outil très précieux, c'est page 38 et suivante. Je vous le montre parce que c'est visuel, hein. C'est un tableau. C'est toute une série d'items extrêmement concrets. Hein. L'élève présente-t-il des difficultés dans un domaine des apprentissages? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, etc. Et qu'on fait remplir aux professeurs, aux personnels de vie scolaire, aux personnels de direction. Et ça permet d'essayer de se faire un petit tableau de la situation. C'est l'objectif. Lorsque j'ai constitué le questionnaire, j'ai essayé de me mettre à la place, vous l'avez très bien dit, d'un personnel de vie scolaire, d'un collègue, peu importe, qui se retrouve un petit peu dépourvu face à un enfant ayant un comportement inhabituel. Et ce qui me semblait important, c'était d'être capable de matérialiser finalement ces symptômes pour ensuite transmettre ça aux soignants qui pourraient être évidemment amenés à travailler avec l'équipe, mais pour qu'il y ait déjà une première trace, que l'enseignant ou le personnel ne se sente pas seul et qu'on ait un point de départ. Et puis qu'on communique. Exactement, pour pouvoir ensuite travailler correctement si refus scolaire il y a bien. C'est intéressant ce que vous dites justement sur l'arrivée des tablettes dans les salles de classe. L'autre manière aussi, une autre manière d'imaginer la salle de cours avec le mobilier. Vous n'avez pas peur justement avec l'utilisation assez intensive du numérique en classe d'augmenter encore le temps d'écran? Vous avez dit que vous y faisiez attention, mais concrètement aujourd'hui dans les salles de classe, notamment au lycée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des enfants, des familles qui vous disent que c'est peut-être un peu trop par rapport en plus au temps d'écran qui est ajouté à la maison? Alors, il y a toujours deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut faire aussi beaucoup de pédagogie et d'explication auprès des parents d'élèves pour leur expliquer comment se passe une classe numérique, comment sont utilisés les outils et aussi les aider, on en revient à la formation, à accompagner leurs enfants dans l'usage de leurs outils. C'est un point clé. Pour moi, le parent d'élève est une cible au même titre que l'enseignant et l'élève dans la pratique de la transition numérique dans l'éducation. Le deuxième sujet sur le temps d'écran et sur les usages. Aujourd'hui, sur 3 ans d'industrialisation, 2500 étudiants équipés, on constate à peu près 10 minutes globalement par cours d'utilisation du numérique. C'est-à-dire 1h30 par jour sur les temps de classe maximum de temps d'écran. C'est-à-dire que le numérique, l'ordinateur tel qu'il est constitué aujourd'hui, tel qu'il est réfléchi dans nos salles de classe, c'est un outil comme un autre qui est utilisé pour certains temps pédagogiques, qui est utilisé de manière assez régulière dans l'ensemble des matières. Ça, c'est un point qui est important. Je dirais autant dans des matières littéraires que dans des matières scientifiques, mais de manière, je dirais, très régulée. Et on constate, chiffre à l'appui, puisqu'on peut monitorer ces usages, 1h30 par jour, soit à peu près 10 minutes par classe, 10 minutes par cours. Béate, quels sont les signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des signes auxquels on doit faire attention et on se dit, bon bah tiens, j'ai telle et telle chose, là, il faut peut-être que j'aille voir mon médecin? Quand on manque d'hormones thyroïdiennes, on va fonctionner un peu au ralenti. On va être fatigué, on va dormir 10-12 heures et on sera toujours fatigué en se réveillant. On va prendre du poids, il y a la digestion qui sera au ralenti, on sera constipé, on aura la peau un peu épaisse, on perdra les cheveux, enfin tout est un peu au ralenti. On a des troubles de concentration, c'est notamment très handicapant pour les jeunes au niveau scolaire. Nous avons un certain nombre de témoignages de jeunes chez qui on a découvert Hashimoto pendant qu'ils étaient encore au lycée ou étudiants, mais qui traînaient ça depuis déjà un certain temps, parce que ça s'installe très progressivement. C'est une maladie auto-immune progressive qui va détruire progressivement la thyroïde, et ça peut prendre plusieurs années. Et donc, tant que ce n'est pas diagnostiqué, on se traîne, on est fatigué, déprimé, on ne sait pas pourquoi. Et au contraire, la maladie de Basedow, ça va être un amaigrissement soudain alors qu'on a un énorme appétit, la diarrhée, on supporte très mal la chaleur, on est en t-shirt alors que tout le monde met des gros pulls.
Oui, c'est surtout ça. Et des crises de nerfs aussi. Les malades en hyperthyroïdie ont souvent tendance à tout prendre mal, à exploser à la moindre contrariété. Donc, si on note des changements comme ça, c'est important de consulter et on les vérifie assez facilement par un contrôle de la TSH. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc pour ces infos et cette chronique merveilleuse, toujours aussi intéressante. C'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. À la réalisation aujourd'hui, c'est Théo Boscar, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferré et Laura Gira à la rédaction. Très belle soirée, à demain. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec